destin des grands hommes se forge souvent dans les flammes. Au Xe siècle, en Espagne, le califat de Cordoue régnait sur la péninsule ibérique, mais le vizir Almanzor, un Golmu, voulait supplanter le calife Hicham II. Il entreprit alors la fondation de Madinat al-Zahra, une ville resplendissante qui avait pour but de faire de l'ombre au calife. Parallèlement à la fondation de la cité, le vizir se rapprochait d'un groupe de sorciers proches du calife, à qui il fit miroiter richesse et pouvoir. La loge des Murmures accepta de se rallier à lui et organisa l'assassinat du calife. Au même moment, les ouvriers qui creusaient les fondations de la ville découvrirent un étrange coffre qu'ils apportèrent immédiatement au vizir. Celui-ci mit alors la main sur un sceptre contenant une pierre incandescente. Un artefact magique. Enivré par son pouvoir, et de peur que les sorciers de la loge ne lui dérobent, il les affronta et les tua à l'aide de l'artefact. Il fut alors convaincu de pouvoir conquérir l'Europe et il prépara ses armées à marcher vers le nord. Les nouvelles en provenance du califat finirent par inquiéter la communauté magique française qui ne tarda pas à se réunir pour tenter de régler la situation. Le vizir Almanzor est un Golmu. Les rumeurs selon lesquelles il est à l'origine de la mort des sorciers du califat ne peuvent être fondées. Le rapport est clair. Nous ne pouvons pas rester dans le déni éternellement. Le vizir a mis la main sur un objet d'un grand pouvoir et il projette désormais de conquérir l'Europe. Silence! De toute évidence, nous ne pouvons pas laisser la magie interférer avec les affaires des Golmus. Il faut régler cette situation et récupérer l'objet entre les mains d'Almanzor. Nous devons désigner quelqu'un. Tous les regards se tournèrent vers un jeune homme qui gardait la tête haute. Aldaric de Belfort, cette mission te revient. Localise le vizir, récupère l'objet qui lui octroie ses pouvoirs, tue-le et rentre en France. Aldaric accepta, et il prit la route vers le califat de Cordoue qui se préparait déjà à la guerre. Il lui proposa un affrontement loyal dans un lieu tenu secret, afin qu'aucun Golmu n'assiste au spectacle. Aldaric prit d'abord l'avantage sur son adversaire, mais il fut vite surpassé par la puissance de l'artefact. Il fut défait et humilié. Il n'osa pas rentrer en France et se cacha près de Cordoue. Il ne supportait pas l'échec. Il décida de renier ses principes. Alors qu'un banquet se tenait la veille du départ en guerre, Aldaric se faufila dans le palais et, profitant de l'ivresse générale, mit la main sur l'artefact. Almanzor ne se rendit compte de rien, mais au moment de lui porter le coup fatal dans le dos, Aldaric renonça. Il n'en était pas capable. Il rentra en France, mais l'accueil de la communauté magique ne fut pas aussi enthousiaste qu'il l'avait espéré. 40 000 hommes font route vers le nord. Almanzor n'est plus en mesure d'utiliser la magie, mais il a mis la main sur un pouvoir et il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas récupéré, quitte à réduire l'Europe en cendres. Ce cercle de violence a été provoqué par l'intervention de la magie. Nous ne pouvons pas faire subir aux Golmus les conséquences de notre propre manquement. Aldaric, tu dois arrêter ces armées à n'importe quel prix. Cette responsabilité te revient. Si tu avais fait le nécessaire au moment venu, nous ne serions pas dans cette situation. Le jeune sorcier, amer, acquiesça et fit route vers les Pyrénées. Ce fut là qu'il vit l'immense armée du vizir prête à franchir les montagnes et à déferler sur la France. Il prit le sceptre entre ses mains et fit naître un torrent de flammes comme nul n'en avait jamais contemplé. Il sema la destruction et les flammes consumèrent tout sur leur passage. L'armée fut réduite à néant et les hurlements de souffrance résonnèrent jusqu'à la tombée de la nuit. L'Europe était sauvée, mais Aldaric, lui, était anéanti. Il haïssait le pouvoir qu'il avait acquis par le déshonneur et il se haïssait lui-même pour sa lâcheté, car il savait au fond de lui
que si cette nuit-là, il avait tué Almanzor, la guerre aurait pris fin et ce massacre n'aurait pas eu lieu. Partout en France, on le surnommait désormais l'Ombrasier. Mais il n'en avait que faire. Il prit la mer à bord d'un navire nommé Nasira et il fit voile vers le centre de la Méditerranée. Lorsqu'il fut sur le point de se débarrasser de l'artefact, il entendit un écho, un étrange appel auquel il ne put bien entendu pas résister. S'il y a l'art de la magie, il y a la magie de l'art. Au cœur du Xe siècle, le Japon était sous la domination officieuse du puissant clan Fujiwara. Leur proximité avec l'empereur alimentait des tensions grandissantes, annonçant une lutte souveraine pour le pouvoir. À la même période, un jeune peintre nommé Jinsei Tamanegi nourrissait de grands espoirs artistiques. D'un optimisme inébranlable, il décida de quitter sa campagne natale pour rejoindre la capitale. Son talent était tel qu'il attira rapidement le regard de la famille Terra, un clan rival des Fujiwara. Grâce à leur soutien, Jinsei devint peintre de cour et immortalisa les membres de la famille à travers ses œuvres. Et, en particulier, la fille du chef de clan, Ikari, dont il tomba secrètement amoureux. Sa renommée exceptionnelle suscita rapidement l'envie des Fujiwara. Ils commencèrent à le percevoir comme une menace pour leur influence. Craignant pour sa sécurité, les Terra décidèrent de l'éloigner et l'envoyèrent au nord du pays. Mais alors qu'il traversait la région, Jinsei aperçut le mont Fuji et exigea une halte. Fasciné, il passa une année entière à peindre et à perfectionner une technique de gravure sur bois qui dépassait tout ce qui avait été réalisé jusqu'alors. Lorsqu'il revint enfin à la capitale, ses œuvres du Mont Sacré subjuguèrent toutes les couches de la société. Nobles et roturiers le surnommèrent Ronge-Bois. Son succès renforça encore le prestige du clan Terra et exacerba la jalousie des Fujiwara, plongeant Kyoto dans un climat de suspicion et de tension. Une nuit inévitable se produisit. Jinsei fut enlevé en secret et conduit au palais impérial. Il devait mettre son art au service de leur famille sous peine d'un châtiment impitoyable. Le peintre rétorqua qu'il aurait obéi si l'empereur lui en avait fait la demande sans recourir à la violence. Escorté vers le nord en pleine nuit, Jinsei comprit rapidement que sa destination n'était nulle autre que le mont Fuji. Parvenu au sommet, il fut précipité dans le cratère sans la moindre pitié. Son corps heurta violemment les parois rocheuses. Il crut vivre ses derniers instants. Jusqu'à ce que sa main rencontre une pierre étrange. À son contact, une énergie inconnue l'envahit. Ses blessures se refermèrent instantanément. Désormais investi d'un pouvoir mystérieux, il abandonna toute idée de vengeance. Il savait qu'un affrontement entre les Fujiwara et les Terra était imminent et qu'il devait l'empêcher. Car au-delà du conflit, il pensait à Ikari, dont le beau visage ne quittait jamais ses pensées. Discrètement, il entreprit le chemin du retour vers Kyoto. Lorsqu'il atteignit enfin la capitale, il découvrit qu'un grand bal était organisé en l'honneur de l'anniversaire de l'empereur, un événement orchestré par les Fujiwara. Soupçonnant un complot, il utilisa ses nouveaux pouvoirs pour infiltrer le palais et espionner ses adversaires. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Les Fujiwara projetaient d'exterminer le clan Terra dès le début des festivités. Persuadé d'assister au massacre de ceux qu'il aimait, il s'avança au centre, déchaîna son pouvoir. Sous les yeux ébahis des convives,
la terre elle-même répondit à son appel et forma des sculptures monumentales d'une beauté inégalée. L'empereur rompit le silence et ordonna aux Fujiwara de s'emparer du peintre et de son artefact. Le clan Terra tenta d'intervenir, mais la volonté impériale les en empêcha. Un combat impitoyable éclata entre les deux clans, et dans la tourmente, Ikari fut tué. Accablé de chagrin, Jinsei récupéra l'artefact et il s'enfuit. Il fit engloutir le palais sous un amas de terre immense, enterrant ennemis et amis. Ce jour-là, il prit conscience de l'immense danger à faire cohabiter Golmu et magie. Il erra à travers les montagnes et les forêts, représentant dès qu'il le pouvait le visage d'Ikari, de peur de l'oublier. Mais un beau jour, une force mystérieuse provenant de son artefact l'appela vers l'est, bien au-delà de l'océan.